Bonsoir à tous. Depuis le 4 décembre, l'Autriche a un nouveau président. Il s'agit de l'écologiste indépendant Alexander Van der Bellen, finalement élu après l'annulation du second tour de l'élection présidentielle pour irrégularité. Alors, il l'a emporté sur le candidat d'extrême droite Norbert Hofer. Comment les catholiques se sont-ils situés dans le débat? Coup de projecteur dans Église du Monde sur ce pays de 8,5 millions d'habitants, 60% de la population est catholique, mais l'Église a perdu de nombreux fidèles et elle se trouve polarisée d'un côté avec des catholiques fidèles au magistère de l'Église et de l'autre avec une frange assez importante qui demande des évolutions majeures. En 2014, le pape François a encouragé les évêques autrichiens à être véritablement missionnaires. Alors cet appel a-t-il été entendu? À quoi ressemble aujourd'hui l'Église catholique d'Autriche? Eh bien, pour en parler, j'ai la joie d'accueillir le père Jérémy Bonneau. Père, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Alors vous avez passé 11 ans en Autriche. Votre parcours est assez atypique puisque vous êtes parti tout d'abord comme étudiant. Je redonne quelques éléments pour mieux comprendre d'où vous venez. Vous êtes parti étudiant à Vienne. Vous avez découvert là-bas la communauté de l'agneau qui est devenue finalement votre famille spirituelle. De retour en France, vous êtes entré au séminaire et le cardinal Schönborn, qui est l'archevêque de Vienne, évêque protecteur de cette communauté, vous a proposé de poursuivre votre séminaire à Vienne, de manière à vous rapprocher de la communauté, puisqu'il n'y avait pas l'équivalent à Paris. Cette communauté est française, mais elle n'existait pas à l'époque à Paris. Donc vous avez poursuivi vos études à Vienne, où vous avez été ordonné prêtre, et vous avez exercé 6 ans votre ministère à Vienne et dans des zones plus rurales, vous nous raconterez. Vous nous direz un petit peu ce que vivent les catholiques là-bas et vous nous parlerez de votre mission. Et en 2014, donc, vous êtes revenu à Paris, où vous êtes prêtre en paroisse et vous êtes toujours prêtre du diocèse de Vienne. Donc vous êtes finalement un père en mission en France, alors un Français en mission chez nous. Incardiné à Vienne, voilà. En Autriche, et en mission à Paris. Voilà, donc c'est pas courant. On reviendra sur un petit peu cette expérience, votre regard sur la vie de l'Église là-bas. On va revenir quand même sur l'actualité qui a touché le pays, l'actualité politique, qui a aussi été un petit peu mouvementée ces derniers mois. Une élection présidentielle qui s'est étalée sur à peu près 350 jours, entre le début de la campagne et le jour où on a pu connaître le président. Je le disais, donc Alexander Van der Bellen qui a été élu le 4 décembre. Quelques mois auparavant, le second tour avait été annulé pour irrégularité. Alors, ça avait été un peu une onde de choc, j'imagine, pour les Autrichiens? Alors, j'ai eu seulement quelques échos par personnes interposées. Je n'ai pas trop suivi en direct cette actualité, mais donc, effectivement, ça a été quand même quelque chose d'étonnant que le résultat du second tour soit annulé et qu'ils doivent recommencer. Ils aient dû recommencer. Donc, ce qui a étalé le processus électoral, Voilà, qui a été très long. Oui. Donc Alexander Van der Bellen qui l'a remporté à plus de 53% des voix face à Norbert Hofer, le candidat d'extrême droite, 47% des voix, donc ce qui n'est pas rien. On va revenir un petit peu sur ce scrutin, sur ce qui s'est joué. Je vous propose d'écouter l'analyse de Patrick Moreau, qui est chercheur au CNRS, au sein de l'Université de Strasbourg, également spécialiste de l'Autriche. Il était interviewé par téléphone par Gabriel Kerry. Il y a eu un certain nombre d'erreurs de communication qui ont été commises dans les 2-3 derniers jours de la campagne électorale. Strache a commencé une campagne dans laquelle on le voyait sur les affiches à côté d'un crucifix. Alors ce crucifix avait une double dimension iconographique. D'une part, c'était une projection en direction de la population en expliquant nous sommes les croisés de la chrétienté contre la menace islamiste que nous voulons repousser, c'est-à-dire que l'islam est pour nous un danger, l'islam politique est un danger, nous sommes les véritables croisés. Et la deuxième dimension, c'était de piquer en fait aux chrétiens conservateurs leur électorat paysan. Alors ça n'a pas marché pour 2 raisons fondamentales. D'abord, parce que le programme FPE n'a pas été refondu pour offrir sur le plan économique quelque chose aux paysans. La deuxième dimension, c'est-à-dire cette espèce de pont en direction des valeurs chrétiennes conservatrices, ça n'a pas fonctionné du tout parce que les chrétiens, je dirais, sur la base de l'œcumène, fondamentalement avaient plutôt tendance à suivre les positions du Saint-Père, si vous voulez, sur le thème il nous faut faire œuvre de justice sociale et accueillir ces gens-là. Donc en définitive, ça n'a pas fonctionné du tout et je dirais même plus, ça leur a coûté assez cher parce qu'un certain nombre de gens ont eu le sentiment que Strache les prenait pour des crétins.
Schönborn, qui est le patron des catholiques en Autriche, qui a mis les pieds dans le plat en expliquant à Strahre qu'il devait laisser ce genre de vocifération hors du jeu politique. De ce côté-là, il y a eu des prises de position très fermes de l'Église catholique, qui a d'ailleurs amené Strahre à réagir. Le lendemain de l'élection, il a dit « Oui, regardez, ces catholiques, ils ont fait campagne contre nous et qu'est-ce qu'ils ont ramassé comme résultat? Ils ont maintenant à la tête de l'État un marxiste athée. » Donc, Père, finalement, l'instrumentalisation des catholiques par Norbert Hofer n'a finalement pas marché. Manifestement. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose d'habituel que le parti d'extrême droite s'appuie sur ce n'est pas quelque chose de nouveau, des idées, puisque déjà dans d'autres campagnes électorales précédentes, ils jouaient sur cet aspect-là. Par exemple, dans certaines affiches, ils avaient pris la cathédrale de Vienne en arrière-plan en disant bientôt ce sera une mosquée. Donc ils jouent effectivement sur cette peur que l'islam se substitue au christianisme et annihile la culture chrétienne de l'Autriche. Donc c'est pas nouveau, oui, qu'ils jouent sur cet aspect-là. D'accord. Et vous avez le sentiment qu'il y a eu quand même une forme de sursaut face à ce vote-là, voilà, peut-être de la part des Autrichiens qui ont voté pour ce candidat écologiste. Voilà. Ça ne veut pas dire que les Autrichiens sont spécialement écologistes. Le second tour a donné un écart un peu plus grand que le premier. Donc manifestement, cela n'a pas joué en faveur du Front National autrichien, contrairement à ce qui peut-être avait été espéré, puisque c'est eux qui avaient contesté les résultats des élections. Et on précise d'ailleurs que le taux de participation était très élevé, 74%, soit le plus haut depuis 1945. Donc il y a une mobilisation des électeurs. Alors on verra bien sûr ce qui va se passer pour les législatives. Oui, voilà. Oui, puisqu'aux législatives, apparemment, le candidat du Front National devrait avoir plus de représentants. Mais on verra. On en vient à la vie de l'Église que vous avez un petit peu approchée pendant 11 ans. Tout d'abord, peut-être une brève présentation du diocèse de Vienne. Dites-nous à quoi il ressemble, ce diocèse. Alors, le diocèse de Vienne, donc, il se situe à l'extrême est de l'Autriche, donc tout près de la Slovaquie et de la Hongrie. Donc, c'est une zone plutôt de plaine avec le début des Alpes, mais qui ne sont pas encore très hautes, contrairement au reste du territoire. Et donc, le diocèse, il se constitue de la ville de Vienne, au centre, et puis de deux zones, on va dire, rurales, au nord et au sud, les deux vicariats plus ruraux. Donc, il y a un mélange, en fait, d'aspects urbains et d'aspects rural dans le diocèse de Vienne, dont si on peut prendre une comparaison par rapport à la France, on pourrait dire que ça se rapproche de la situation du diocèse de Lyon, où là aussi il y a la ville et puis des zones plus rurales au nord et au sud. Et au niveau du nombre d'habitants, c'est aussi équivalent. Oui. De manière un peu plus large, et puis on va revenir un peu plus précisément sur votre mission, à la fois en milieu urbain et puis en milieu plutôt rural. Qu'est-ce qui vous a marqué en côtoyant cette église d'Autriche au fil des années ? Alors tout d'abord, l'héritage historique, qui est immense. Quand on connaît, justement, j'y suis allé d'ailleurs pour la première année que j'ai passée en Autriche, c'était pour faire une maîtrise d'histoire sur l'Europe centrale et l'art baroque, et notamment à Vienne. Et c'est vrai que c'est ça qui frappe en premier, c'est la présence, on pourrait dire très visible, de l'Église dans la société. De quelle manière ? Alors non seulement à travers tous les monuments, toutes les églises qui parsèment le paysage, le patrimoine religieux est très grand. Et puis la présence, on pourrait dire aussi, donc, dans la vie de la société au quotidien. Il n'y aura pas là-bas de problème si des croix sont accrochées dans les lieux publics, s'il y a des crèches. Enfin voilà, ça, c'est pas du tout pareil qu'en France. Il n'y a pas eu cette rupture de la Révolution française, de la séparation de l'Église et de l'État. Donc l'Église est beaucoup plus présente effectivement dans la société. Alors c'est un régime un peu concordataire entre l'Église et l'État. Et c'est vrai que quand on va en Autriche, ce qui surprend par rapport à la France, c'est cette facilité de manifester publiquement la vie de l'Église. Il y a les processions encore de la fête Dieu,
pour l'Immaculée Conception aussi, dans le centre de la ville de Vienne. Donc, Quelque chose d'assez naturel en fait. c'est naturel, voilà, d'exprimer l'aspect religieux dans la vie de la société, voilà, de le montrer publiquement. On ne va pas le cacher et le reléguer à la vie privée. Et pour autant, l'Église, elle connaît quand même une certaine crise. Oui. Il y a eu, pour le rappeler brièvement, on en avait déjà parlé lors d'une précédente émission ici, mais il y a eu donc ces affaires de scandales sexuels qui ont marqué l'Église d'Autriche dans les années 90, début des années 2000. Donc ça a aussi pas mal voilà, blessé l'Église et une certaine polarisation qui est aussi liée à la culture, la culture germanophone de l'Autriche, qui fait qu'on a aussi des dimensions assez contestataires au sein de l'Église, une frange des catholiques qui souhaitent avoir des réformes, l'accès des femmes à la prêtrise, le mariage, voilà, les prêtres mariés, ce serait possible. Enfin, il y a des revendications assez fortes, par exemple. Donc, dites-nous, ça, vous l'avez, vous expérimentez cette polarisation? Alors, je l'ai expérimenté surtout, effectivement, d'une part, quand j'étais vicaire dans cette zone rurale entre Vienne et la Slovaquie, du fait que l'un de mes voisins, dans l'une des paroisses voisines, le curé est le représentant officiel de ce mouvement des prêtres qui appelle à la désobéissance. Voilà. Rappelez-nous brièvement, c'était... Alors oui, en fait, c'est un mouvement donc, lancé, de plusieurs curés sous l'égide d'un ancien vicaire général qui donc voilà, veut promouvoir des réformes dans l'Église pour la faire avancer dans leur sens. D'après eux, c'est dans le bon sens, évidemment. Et donc, ils essaient de faire pression. C'était lancé en 2011, c'est ça, cet appel-là? Je ne sais plus à partir de quand exactement. En tout cas, ça fait déjà plusieurs années. Et donc, effectivement, ils prônent, on va dire, des réformes qu'on pourrait qualifier brièvement de 68 ardes attardées. Disons qu'en France, ce genre de réforme, on a déjà passé au-delà, on pourrait dire. Tandis que là-bas, c'est maintenant qu'ils essaient de les promouvoir avec plus de virulence dans l'Église. D'accord. Et puis, dans un deuxième temps, quand j'étais curé donc, au sud de Vienne, là, le doyen du secteur paroissial où je me trouvais était le secrétaire de ce mouvement. D'accord. Et donc, effectivement, là, j'ai dû me positionner, ce qui n'était pas toujours agréable et facile. C'était compliqué Oui, c'était assez difficile, effectivement. Parce que vous avez dû affirmer, vous, vos propres j'ai dû dire que parfois, je n'étais pas d'accord avec ce qui m'était proposé. Et voilà, par exemple, dans certaines initiatives œcuméniques, on va dire, qui prônent un œcuménisme débridé et assez confus, voilà, j'ai été obligé de poser des limites, quoi, pour ne pas être dans une initiative pastorale qui certes partait d'une bonne intention, mais qui au bout du compte suscitait la confusion. Et ça réagissait comment, justement, quand vous aviez affirmé des... Alors, moi j'ai réagi de façon, j'allais dire, très calme. Je n'ai pas tapé du poing sur la table, mais j'ai dit simplement les choses telles que je les comprenais et concevais. Et effectivement, ça a suscité parmi le conseil paroissial une certaine surprise parce que mes prédécesseurs ne s'étaient pas très investis pour poser les limites de ces initiatives. Et donc, évidemment, moi, arrivant et disant que je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se fait, forcément, ça suscitait certaines réactions d'incompréhension. D'accord. Alors, j'étais obligé d'expliquer les choses, le pourquoi, et voilà. Et ça finissait par être entendu? Alors, une partie, effectivement, ont compris, une autre partie n'a pas voulu comprendre. Mais bon, je pense que c'est le cas de tout curé, qui doit prendre position sur certaines choses. Et certains sont d'accord, d'autres ne sont pas d'accord, mais on essaie pas toujours facile, alors. Non, là, c'était plutôt difficile, effectivement. On en vient peut-être justement, racontez-nous un peu voilà, la vie à Vienne, l'église de Vienne, et voilà, comment ça se passe au niveau de la ville de Vienne. Est-ce qu'il y a une dynamique? Est-ce que c'est... Alors, dans la ville de Vienne, donc c'est zone urbaine, donc ce n'est pas la même chose qu'en zone rurale. Il y a moins de pratiques religieuses à Vienne que dans les zones rurales. Donc moi, quand j'étais à Vienne, j'étais surtout au séminaire, et puis ensuite en stage à la paroisse de la cathédrale. Donc là, ça m'a permis de connaître plutôt
les différents aspects de la vie du diocèse qui se rendent présents dans la vie de la cathédrale, évidemment. Les rassemblements diocésains, les grandes célébrations. Donc j'ai vu passer pas mal de monde du diocèse, voilà, au cœur du diocèse qui est la cathédrale. Et puis... c'est quoi le public de la cathédrale? C'est varié? Alors, bon, en fait, la cathédrale, c'est aussi une paroisse. Oui. Mais pas seulement, évidemment, puisque c'est le lieu du rassemblement diocésain. Donc, il y a aussi une grande diversité d'activités. Il y a différents groupes de prières. Il y a les grandes processions donc, pour les grandes fêtes, notamment celle de la fête Dieu. Et bien sûr, les groupes divers et variés qui se présentent pour voilà, rassembler un peu tout le monde du diocèse. D'accord, d'accord. Donc Oui. vous étiez un peu impliqué dans le... Alors moi, j'étais plutôt là, je découvrais, puisque c'était mes premières années dans le diocèse de Vienne, donc c'était, j'allais dire, le lieu idéal pour mieux connaître la vie du diocèse, dans sa grande diversité. Il y a des laïcs qui s'engagent, il y a... Alors oui, bien sûr, il y a beaucoup de laïcs qui sont engagés dans la vie de l'Église. De quelle manière? Alors, il y a tellement de manières, je ne saurais pas par laquelle commencer. Mais si on devait faire une comparaison avec ici, parce qu'il y a quand même, voilà, cette crise, elle est réelle aussi là-bas. Oui. Mais donc c'est quoi? C'est une minorité agissante? Alors il y a quand même pas mal de... Il y a aussi des communautés nouvelles que le cardinal Schönborn a fait s'installer dans le diocèse de Vienne pour susciter un renouveau dans la vie de l'Église, j'allais dire plus traditionnelle du diocèse de Vienne. Donc, et ça marche? Alors, ça marche, mais il faut du temps, parce que les structures de l'Église en Autriche sont, on va dire, assez pesantes. Il n'y a pas eu, comme en France, un appauvrissement, on va dire, des structures de la vie de l'Église. Oui, et rappelons-le, c'est comme un peu pour l'Allemagne, c'est une Église qui est financée... Alors, au niveau du financement, évidemment... publiquement, en fait. Disons que chaque catholique doit donner à l'Église, s'il se déclare comme catholique, à peu près 1% de son salaire. Donc ce n'est pas un impôt d'État, mais c'est, on va dire, une contribution obligatoire que les catholiques doivent verser si dans leur fiche d'état civil, ils écrivent qu'ils sont catholiques. D'accord. Et donc s'ils refusent de verser cette contribution, après plusieurs rappels, au bout de 3 mois, ils sont donc, comment dire, rayés des listes de l'Église. Voilà. Donc ce qui prête aussi à contestation. Oui. Le pape Benoît XVI avait dit que voilà, il faudrait changer cette pratique parce que même si quelqu'un ne veut plus payer sa contribution, son baptême n'est pas effacé et donc il n'est pas à considérer comme apostat. Donc là aussi, il faut voir au cas par cas et avec les personnes pour quelles raisons elles ne veulent plus donner cette contribution. Oui. Alors en tout cas, ça donne une église qui a quand même des moyens financiers, c'est ça? Voilà, effectivement, au niveau des matériels, les églises, elles sont très belles, elles sont bien entretenues, il y a assez d'argent pour que l'aspect extérieur de la vie de l'église soit beau et présentable. Mais vous dites pour autant qu'il fallait quand même redynamiser. Mais voilà, ça c'est l'aspect extérieur, donc une belle façade, on pourrait dire, mais à l'intérieur, il faut évidemment un approfondissement de la foi et ne pas se contenter de l'aspect traditionnel de la vie de l'Église et de la pratique religieuse, mais qu'il y a aussi une vraie conversion, une vraie rencontre avec le Christ. Et c'est ça justement qu'essaie de susciter différents mouvements d'Église, de laïcs et de religieux, et les prêtres bien sûr, qui vont essayer donc de revitaliser en profondeur la vie chrétienne. Alors, par exemple, il y a les groupes de prière qu'on appelle Loreto Gebetskreis, donc le groupe de prière de Lorette. Ce sont des jeunes qui ont participé à des rassemblements comme les GMJ ou les rassemblements européens qui avaient lieu en Italie, à Lorette, justement, et qui, suite à cela, ont voulu fonder en Autriche différents groupes de prière qui se sont répandus dans toute l'Autriche, un peu genre renouveau charismatique, mais à la mode autrichienne. D'accord, c'est un peu particulier quand vous dites disons la mode autrichienne. C'est plus canalisé par les structures de l'Église qui sont plus fortes. D'accord. Ça part moins dans tous les sens, on va dire. Ça part moins dans tous les sens. Côté vie rurale, justement, vie de l'Église en monde rural, comment, qu'est-ce que vous avez pu observer là-bas? Alors, en monde rural, puisque c'est surtout là que j'ai été vicaire et ensuite curé, donc... c'est très différent?
de Vienne? Disons que voilà, c'est plus la campagne, il y a plus les traditions de l'Église, la vie des paysans, les pompiers par exemple, qui ont leurs habitudes de faire des processions aussi pour la Saint-Florian. Donc là, le prêtre participe et puis on sent que la population est plus impliquée dans la vie de l'Église, même si c'est parfois très ponctuellement. Hein. La pratique régulière est évidemment minoritaire également. D'accord. Mais pour certaines occasions, voilà, c'est important pour les gens que l'Église soit présente, qu'on vienne bénir telle ou telle initiative, qu'on aille bénir aussi les nouveaux magasins, les nouveaux lieux de travail. Voilà, donc on sent que l'Église est vraiment impliquée depuis longtemps et dans la vie des gens. Ils sont confrontés aussi au manque de prêtres dans les zones Alors, rurales? ils sont confrontés au manque de prêtres plus récemment qu'en France, on va dire. Mais effectivement, il n'y a plus de prêtres dans chaque village. Et donc là aussi, il y a tout le processus de restructuration des paroisses qui est en cours dans le diocèse de Vienne. Et il faut du temps pour que ça passe dans les mœurs, ces nouvelles structures, qu'un prêtre desserve plusieurs villages, qu'une ancienne paroisse soit rattachée à une autre. Là, ce n'est pas du jour au lendemain que ça peut se faire et que les gens peuvent comprendre. Mais bon, face à la situation, ils sont obligés d'y être confrontés et de s'y adapter. Et vous, Père, qu'est-ce que ces catholiques d'Autriche vous ont appris, ou dans votre manière aussi d'appréhender la foi? Eh bien, ils m'ont appris donc le fait de pouvoir impliquer tous les aspects de la vie humaine, normale, dans une vie chrétienne de paroisse. Et donc, en tant que prêtre, c'était pour moi une joie de pouvoir aller rejoindre ces personnes qui ne sont pas forcément tous les dimanches à la messe, mais qui désirent que le prêtre vienne les écouter, les rencontrer, et puis surtout ne pas avoir peur de manifester publiquement la vie, la pratique religieuse, notamment les processions, et puis les bénédictions, qui sont plus demandées, on va dire, qu'en France, puisque justement les habitudes ont été moins perdues qu'en France, de faire appel à l'Église pour des choses de la vie ordinaire. Un mot aussi, Père, sur des lieux de pèlerinage qui sont connus. Hein. Il y a notamment le sanctuaire de Mariazell. Voilà, Mariazell, c'est le grand sanctuaire marial de l'Autriche, plus proche de Vienne que de Innsbruck ou de Salzbourg. Mais en tout cas, dans toutes les paroisses autrichiennes, il y a chaque année des pèlerins, des paroissiens qui se mettent en marche pour aller faire un pèlerinage à Mariazell. Donc ça dure 4-5 jours, suivant l'éloignement par rapport au sanctuaire. C'est quoi le symbole? Qu'est-ce que représente ce sanctuaire dans le cœur des Autrichiens? Alors, donc, c'est un sanctuaire très ancien, puisque c'est une statue de la Vierge à l'enfant qui date du Moyen-Âge, mais qui, à l'époque de la monarchie autrichienne et de la dynastie des Habsbourg, donc ils ont voulu placer leur royaume au pluriel, hein, puisque la monarchie autrichienne est toujours une association de plusieurs, a été une association de plusieurs royaumes, sous l'égide d'un seul souverain Habsbourg. Et donc, ils avaient placé leur royaume sous la protection de la Magna Mater Austriae, hein, ça veut dire la grande mère de l'Autriche, la Vierge Marie. Et donc, depuis ce temps-là, il y avait des pèlerinages qui ont eu lieu depuis justement les différents royaumes, depuis la Hongrie, depuis la Slovaquie, depuis la République tchèque, depuis le cœur de la monarchie autrichienne, donc l'Autriche. Et c'est une tradition qui s'est maintenue contre vents et marées, et encore à l'heure actuelle, nombreux sont les paroissiens, les pèlerins qui se réjouissent d'aller en pèlerinage à Mariazell. C'est aussi l'occasion de vivre une expérience de foi dans un autre cadre que le cadre paroissial. Toute dernière question, Père, rapidement, pour vous, c'est quoi le défi pour l'avenir de cette Église d'Autriche? Alors, le défi, c'est à la fois de conjuguer donc tout cet héritage historique, culturel, religieux, et de l'entretenir, mais de faire en sorte que ce ne soit pas seulement les pierres qui parlent de l'Évangile et du Christ, les pierres mortes, mais que ce soit les pierres vivantes, c'est-à-dire les chrétiens, que ce soit eux qui vraiment
choisissent d'approfondir la foi, de la transmettre. Alors cet engagement missionnaire a commencé déjà depuis longtemps et a été renouvelé notamment depuis les grandes missions citadines que le canal Schönborn a voulu initier à Vienne en 2003 et qui ensuite ont été relayées donc à Paris, à Budapest, à Lisbonne, voilà. Et donc c'est un mouvement qui ne concerne pas seulement l'Autriche, mais toute l'Europe, que les chrétiens, que l'Église redeviennent missionnaires et en étant missionnaires, eh bien, renouvellent aussi sa propre foi, puisque c'est en la transmettant qu'on la fortifie aussi. Merci beaucoup, Père Jérémy Bonneau. C'est déjà fini. Ça passe vite d'être venu nous apporter votre... En Autriche, Vergelt's Gott. Oui, qui veut dire? Ça veut dire que Dieu vous le rende. Liebe Grüße und Gottes Segen. Merci, merci Père, on reste sur ces mots. Merci d'être venu nous rejoindre et vous pouvez retrouver cette émission sur notre site et nos réseaux sociaux. Très bonne soirée à tous, à mercredi prochain.